Voilà, ça me casse les couilles parce que tu tombes sur des rats à gaz, putain. Voilà, c'est tout. Longues échappées, baroud d'honneur, dur au mal mais aussi amateur du contre-la-montre, grande gueule et franc du collier. Aujourd'hui, je vous propose de vous immiscer dans la carrière des coureurs qui font ou qui ont fait l'histoire du cyclisme français. Je vous invite donc à venir nous rejoindre dans la zone mixte. Et qui d'autre pour inaugurer cette série de podcasts que celui qui m'a vendu du rêve une fin d'après-midi de juillet 2019? Qui d'autre que celui qui avait décidé de vouloir faire la Nico Sprinter en se lançant dans des longues et belles échappées? Qui d'autre que celui qui a brisé le silence en annonçant en avoir marre des rats à gaz? Monsieur Rossetto, Monsieur Stéphane Rossetto, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Bon, alors du coup, petite question de base, et je vais te demander de te présenter. Donc, quel est ton nom, ton prénom, ton âge et quelle est ta course favorite? Je m'appelle Stéphane Rossetto, j'ai 37 ans. Et quoi d'autre? Ma course favorite, je dirais Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie. Les Pas le, deux. pas le chrono des nations? Si, mais disons que c'est un chrono. Donc, allez, tu le mets ces trois courses-là avec le chrono des nations. Évidemment, c'est ma course contre la montre préférée. Et après, les courses en ligne, je dirais Lombardie et Liège. Ouais. Ok, donc oui, tu as un petit passif avec Liège-Bastogne-Liège, on y reviendra plus tard. Mais du coup, on va commencer par le commencement. Donc, comme tu l'as dit, tu es une personne donc, qui est dans la trentaine. Donc, tu as commencé le vélo aux alentours des années 2000. J'ai trouvé plus précisément en 2001, à l'âge de 14 ans, où tu prends ta première licence à Damary-les-Lys. Comment t'es venu cette envie de faire du vélo? Est-ce que c'était quelque chose qui était inscrit dans ta famille ou une simple envie, voilà, en voyant un biclou passer comme ça? Non, je suis pas du tout issu d'une famille du vélo, ouais, j'ai un peu fait tous les sports quand j'étais gamin. J'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, j'ai même fait de la danse classique quand j'étais tout petit. Après, j'étais dans les sections sport au collège et j'ai toujours aimé le sport. Et puis je me suis mis à faire du vélo avec des potes un tout petit peu plus âgés que moi. Et au début, j'avais un VTT, eux, ils faisaient plus du vélo de route. Et finalement, je trouvais que j'aimais ce sport, enfin, le fait d'être dehors, d'être libre, etc. Enfin, c'était, je sais pas, après, je peux, je me souviens plus trop des détails, mais voilà, j'ai commencé le vélo avec des potes, et je me rendais compte que ils étaient plus âgés que moi, mais j'étais plus fort. Et après, mes potes, ils ont décidé de se mettre dans un club route pour faire des courses. Et moi, je passais en minime 2, il me semble, au minima, au minime 2. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire comme eux, je vais aller dans un club. Et c'était vraiment par hasard, en fait. C'était un dimanche, j'étais avec eux, on s'entraînait et on s'est fait doubler par un club, rattrapé par un club. Et le club, c'est Damary-les-Lys, Ok. la personne qui gérait ce club. Elle est venue me parler, elle m'a demandé, c'était Eric Arnaud. D'ailleurs, il gère toujours le club, mais il n'y a plus grand-chose là-bas maintenant, malheureusement. Et donc, il m'a demandé si j'étais dans un club et si je voulais faire du vélo. Et en fait, c'est parti de là. J'ai pris ma licence à Damary, comme ça, sur cette rencontre. Et puis, voilà. Mais après, j'ai commencé à faire des courses en minime 2. C'était en 2001. Et j'ai les 5 premières courses que j'ai faites de vélo, je les ai gagnées. Donc, Ah oui. ouais, donc si tu veux, ça m'a encouragé à continuer. Et puis, ouais, à partir du moment où où j'ai commencé le vélo et fait des courses comme ça a été vraiment ma passion. Et, euh, et voilà. Ok, très bien. Et tu dis justement que tu as commencé donc à rouler avec des copains. Est-ce qu'il y en a dans le lot qui comme toi, ensuite sont allés titiller un certain niveau sur la Ouais, bicyclette et passer pro, semi-pro peut-être, ou bah, encore non, en amateur? non, c'était vraiment des potes d'enfance et non, non, ils n'ont pas du tout percé. Mais voilà, après moi, j'ai eu un chemin totalement différent. Et puis, sûrement aussi, voilà, eux, c'était une passion, mais moi, c'était vraiment, vraiment ma passion et c'est ce que je voulais faire. Et c'est ce qui me faisait lever le matin. Enfin, voilà, tu vois, quand tu es passionné par un truc, tu penses à ça, ça organise tes journées et tout. Enfin, voilà, le vélo, c'était ma passion. À partir de là, disons que ça a été une évidence. C'est venu peut-être un peu sur le tard par rapport à beaucoup. Mais à partir de 13 ans, ouais, c'était une évidence que je voulais faire ça.
Tard peut-être par rapport à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, je prends l'exemple du petit Mathis Rondel de la Tudor, qui lui a commencé le vélo à genre 18-19 ans. Et Hmm. donc, c'est peut-être tard pour l'époque, mais quand même, ça fait que commencer à 13-14 ans, ça te fait quand même un gros parcours avant d'avoir ta majorité. Oui, oui, je dis tard, ouais, tard pour l'époque, tu as raison. C'est vrai que les coureurs à l'époque avec lesquels je courais, eh ben, ils venaient de l'école de cyclisme et tout, donc ils étaient sur un vélo depuis 6 ans, Ok, etc. ouais, je vois ce que tu veux. Voilà, c'était toujours, il y avait toujours, ils étaient dans des familles de vélo. Tu vois, il y avait toute une culture du vélo pour eux déjà depuis longtemps. À 14 ans, ils avaient déjà 7 ans de vélo enfin, de vélo entre guillemets dans les jambes, quoi. Donc, mais c'est vrai que maintenant tout a changé. Les carrières sont courtes. Les gars arrivent d'autres sports, ils perdent tout de suite. Enfin, à 22 ans, ils sont à maturité. Enfin, c'est des époques totalement différentes Ouais, et exactement. on peut même pas comparer. Donc tu me disais voilà justement que le vélo, même encore aujourd'hui, c'est ta passion. Et du coup, quel est ton rapport aujourd'hui au vélo? Est-ce que tu es un gros consommateur de courses ou peut-être est-ce simplement un métier pour toi? Non, non, moi le vélo c'est ma passion et c'est toujours ma passion. Je regarde les courses, mais je regarde enfin je suis tous les résultats. Ok. Je regarde beaucoup les courses, mais en fait je regarde pas beaucoup en termes de entièrement. Moi, je regarde pas beaucoup, je vais pas regarder toute une après-midi une course, c'est très rare. Ok. Sauf euh, les championnats du monde, Liège, voilà, quelques rendez-vous que j'aime bien regarder, mais encore que quand c'est sur France TV, ça commence à 15 heures, donc finalement, ouais, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Je vais pas regarder les courses du matin au soir, mais par contre, je suis les résultats de toutes les courses et c'est vraiment ma passion. Donc, moi, je l'ai jamais pris comme un métier. Enfin, je veux dire, pour moi, ouais, j'ai fait pas mal d'années, mais pour moi, j'ai pas travaillé dans ma vie. Enfin, c'est pas un métier, quoi. Donc, c'est ma passion et ça l'est toujours. Donc, voilà. Et du coup, comme tu es suiveur de vélo, qui c'est qu'il y a comme coureur en ce moment qui t'impressionne à l'international comme au niveau français? Qui tu apprécies dans le peloton? Bah, moi, bah, forcément, on sait ce qui nous impressionne, hein. Tout le monde le sait, mais moi, j'aime bien Remco Evenepoel. Ok. Il incarne un peu ce que j'aurais aimé être en tant que coureur, dans les qualités, dans ce qu'il fait. Voilà, super coureur de chrono et il gagne toutes ses courses en partant de loin. Et ouais, c'est vraiment le coureur que j'ai. Et en plus, il a du tempérament. Quand il ouvre la bouche, c'est pas stéréotypé, voilà, c'est pas mal. Enfin, il a quelque chose que j'aime bien. Et surtout, ouais, vraiment, c'est un styliste en plus. Ouais, j'aime bien Evenepoel, moi. Et après, en tant que Français, il y en a plein des bons coureurs, hein. Moi, j'aime bien Julien, évidemment. C'est un super coureur et c'est aussi une bonne personne. Donc, voilà, après, voilà. Mais je dirais que le coureur que j'aime beaucoup au niveau international en ce moment, c'est Remco. Ouais. D'accord. Ok, J'ai c'est noté. eu la chance de quand même courir avec lui au début de sa carrière, tout début. Et ouais, j'ai tout de suite vu que c'était un. Je l'ai vu gagner la Classica San-Sébastien en 2019. Donc, il a gagné la Classica en restant dernier du peloton pendant quasiment toute la course. Et quand j'ai vu à l'arrivée qu'il a gagné, j'ai dit c'est pas possible. J'y crois. Enfin, je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague. Et en fait, non, non. Quand j'ai revu un petit peu les images du replay, je dis ah ouais, là on tient quelque chose de fort, quoi. Ouais, Ouais, l'histoire du phénomène est en marche déjà à ce moment-là. ouais, ouais. Ensuite, revenons un peu à ta carrière. Donc, en faisant des recherches sur toi, j'ai constaté que tu as commencé à avoir de très gros résultats à partir de l'année 2005. Entre autres, tu as remporté le trio normand avec Dimitri Champion et Johan Fredo. Tu as aussi terminé deuxième du championnat de France du chrono junior et troisième du chrono des nations juniors. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison-là? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, je passe un cap? Euh, ouais, je me suis peut-être dit à ce moment-là, c'est là où je me suis dit que je voulais être professionnel. Ok, Et ouais, c'est à peu près en junior, tu commences à être sélectionné dans les équipes nationales, en équipe de France, course.
tu fais des courses un peu plus internationales, un peu plus suivies, etc. Donc là, tu te dis, ouais, je veux vraiment faire ça. Et après, ouais, c'était logique en fait pour moi. J'avais c'est junior 1 correct, mais en junior 2, en fait, c'est logique quand tu arrives dans la deuxième année de ta catégorie, si tu veux être, enfin, j'ai toujours voulu être bon, donc c'est normal en fait de faire ça. Pour moi, c'était le minimum, quoi. Deuxième des championnats de France, j'aurais préféré être premier. Voilà, après le trio normand, je me souviens, j'étais encore junior et les deux avec moi, ils étaient déjà élites. Ok. C'est vrai que j'avais gagné le trio normand au scratch élite, mais on était encore junior. Et après, ouais, après le chrono des nations, bon, il y a eu pas mal d'autres résultats, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était moins, on n'avait pas les réseaux et tout, donc les résultats, il fallait les chercher dans les journaux quasiment, donc Ouais. sur le magazine, tu vois. Donc Il n'y avait pas ProStack Stat à l'époque. non, il y avait pas tout ça. Si tu veux, c'était différent. Hein. Bien sûr. Pourtant, bah, c'était il y a 2005, hein, c'était il y a bientôt 20 ans. Hein, et ça, c'est incroyable. Mais voilà, donc moi, à partir de junior 2, ouais, je me suis dit, je voulais être professionnel et voilà. Ok, très bien. Donc après cette année 2005 dont on vient de parler, tu changes d'équipe et tu te diriges vers Créteil. Puis très rapidement, tu es recruté par le CC Nogent-sur-Oise, une des meilleures équipes amateurs françaises qui évolue en DN1. Qu'est-ce qui change concrètement à ce moment-là pour toi et comment vois-tu le fait d'évoluer à un tel niveau? Bah, à Créteil, c'était une bonne opportunité parce que c'était encore dans la région parisienne et pour moi, c'était pas loin. Et voilà, on était une bonne équipe de potes et on faisait des courses nationales et internationales partout en France, quelques en Belgique, etc. Et en fait, au bout d'un an, là, à l'époque, ça s'appelait DN1 Espoir. Donc c'était les DN1, mais avec que des moins de 23 ans. Et donc, et à la fin de l'année, ils pouvaient pas nous garder parce que bah, il y avait des restrictions budgétaires, etc. Donc, je suis parti à Nogent, mais c'est vrai que l'année 2006, j'avais quand même fait une bonne saison pour un Espoir 1, peut-être même meilleure que les deux suivantes. Donc, en fait, la première année, elle a été super prometteuse et 2007-2008, ça a été moins bon. Donc ouais, après, je suis parti à Nogent, puis bah, Nogent, c'était vraiment un grand club. C'était quasiment une petite équipe pro à l'époque. Hein. C'est vraiment bien organisé. On avait du super matos, on faisait un calendrier de course super et ouais, il y avait beaucoup de bons coureurs dans l'équipe. Donc voilà, j'y suis resté 3 ans, puis après j'y suis revenu. Mais ouais, ouais, c'était bah là, j'ai progressé, j'ai continué à progresser tous les ans, même si au début les résultats ils n'étaient pas forcément à la hauteur de mes espérances. Et après en 2009 c'était meilleur, mais voilà, ça a été un peu toujours entaché aussi ces saisons de quelques blessures, de chutes et aussi l'envie de trop bien faire pour Oui. parce que j'avais les moyens de passer pro, mais j'avais pas les propositions et du coup j'essayais de forcer un peu la machine pour vraiment être indiscutablement pro, mais ça marchait pas et du coup j'avais des pépins, des chutes et tout, mais à la fin ça l'a fait. C'est ce que j'ai noté. Tu parlais de l'année 2009. J'ai noté notamment une victoire au classement général du Tour de Gironde devant des garçons comme Alexandre Géniez, Romain Sicard, champion du monde de la même année ou l'année d'après, je crois, et Jimmy Angoulevent. Donc, c'est bien la preuve que justement, comme tu dis, force de persévérance, après être passé au-delà des chutes et des pépins physiques, quand même, il y a la rançon du succès avec des beaux succès qui arrivent justement. Ouais, je gagnais pas beaucoup de courses parce que j'allais pas vite au sprint, donc c'était difficile. Fallait que je gagne tout seul. Et après, ouais, j'avais gagné le Tour de Gironde qui était quand même très relevé cette année-là. Il y avait des pros, donc il y avait l'équipe à l'époque Besson Chaussures. C'était ouvert. Ouais, Oui. c'était une 2.2, donc c'était ouvert au Continental et peut-être même au Continental Pro. Donc il y avait des équipes étrangères pro. Il y avait Besson Chaussures qui venait avec. C'est l'année où Jimmy Casper, il était super fort. Il avait gagné 10 courses. Ah oui, Et, ok. ouais, et ouais, et donc j'avais gagné ça et en plein pic de forme, ça devait être en juin.
Et ouais, c'était une belle victoire pour moi. C'est la première à ce niveau-là, et puis en classement général à ce niveau-là. Et voilà, après la saison, j'ai fait d'autres résultats, mais celui-là, c'est vrai que c'était le plus probant. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je suis en train de regarder la fiche là de Besson Chaussures. Ouais, effectivement, c'était pas des PSUC en face. Il y Hein a vraiment des gros noms. Candes Boz, Cyril Bessy, Anthony Delaplace. Ah oui, effectivement, tu as couru vraiment face à des gros noms à ce moment-là et en étant justement encore qu'un espoir du cyclisme français. Mm-mm. Alors, ensuite, à Nogent-sur-Oise, tu côtoies notamment deux frères bien connus dans le vélo qui ont brillé justement à la fin des années 2000, Romain et Brice Feillu. Ils courent d'abord, eux, chez Agritubel, puis ils se dirigent vers les Pays-Bas, chez l'équipe Vacances Soleil. Or, en 2010, tu fais enfin le saut dans le grand bain professionnel et tu les rejoins donc dans cette équipe, à la Vacances Soleil. Et j'ai lu justement qu'il y avait eu un petit coup de pouce de la part des deux frangins pour t'aider à rentrer dans l'équipe. Raconte-nous tout. Oui, en fait, Brice et Romain, moi j'ai surtout couru avec Brice, on Ouais. a couru ensemble, et lui il est passé pro en 2009 chez Agritubel, et donc on a couru 2007-2008 ensemble à Nogent, et en fait il avait la possibilité d'aller à Vacances Soleil avec son frère. Ils étaient vraiment haut de l'affiche à ce moment-là, hein. Brice Oui. avait gagné sur le Tour, donc Exactement, à Arcalis. Ouais. voilà, il était au top, vraiment au top, et ils ont eu la possibilité de signer là-bas. C'était une équipe qui existait depuis 1 ou 2 années, et là qui voulait passer un cap, qui voulait faire le Tour de France. Donc effectivement, si tu recrutais Brice et Romain, qui étaient très populaires à l'époque, tu avais une chance, même sans être World Tour, d'être invité sur le Tour. Et donc ils avaient la possibilité d'amener du staff avec eux, et aussi pourquoi pas de prendre un coureur français, etc. Et en fait, Brice, il m'avait demandé si j'avais des contacts pour passer pro. Moi, j'ai des contacts, mais j'ai rien de concret. Et donc, il m'a proposé au manager de l'époque, Hiller van der Schuren, qui a pris sa retraite il y a peu d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai signé là-bas. Et un peu à ma surprise, hein, parce que Ouais. c'était fait vraiment très, très vite. Enfin, en fait, ils voulaient vraiment Romain et Brice dans l'équipe. Donc, pour eux, ils voulaient vraiment qu'ils viennent tous les deux, donc ils se sont dit si ça leur fait plaisir que lui vienne aussi, on va le prendre. Oui, là-bas, et ouais. Parce que ouais, Et j'avais noté, tu as ensuite, couru avec des gros coureurs comme Liu Vestra, Sergei Lagutin, Johnny Ogerland, Wood Pulse, ou encore ouais, même, ça m'a fait rire, il y avait Ricardo Rico, j'ai vu dans ton équipe. il y avait Rico, il y avait Matteo Carrara, il y avait Borut Bozic, il y avait tout plein de gars qu'on a revus dans les années 2010 pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Et, et ouais, mais c'était une expérience de vie incroyable, parce que quand tu arrives là-dedans, que tu as 23 ans, que tu arrives au milieu de tout ça, ça parle toutes les langues. Enfin, voilà, si tu te prends pas en main, toi, c'est pas eux qui vont t'aider, hein. Donc, plus les équipes néerlandaises comme ça, c'était une équipe à l'ancienne, hein. On n'était pas cajolés comme les coureurs le sont maintenant. Donc, ouais, ça a été le grand saut tout de suite. Je me suis retrouvé sur des courses au départ avec Armstrong. Eh oui. Euh, C'était incroyable, quoi. Je suis passé de Nogent à là en quelques mois, et ouais, ça a été une expérience. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été une super expérience. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, la course qui t'a le plus marqué là-bas, tu dirais, qu'est-ce que ça a été? Bon, je sais plus. C'est quand j'avais fait le Critérium international en Ah Corse. voilà, Critérium Où international, quand même pas mal, ouais. ouais, il y avait justement Armstrong, Cadel Evans qui était champion du monde. Il y avait Contador. Il y avait tout un tas de champions. Et c'est vrai que ouais, là je me suis dit, ah ouais, c'est quand même des stars, les gars. Il y avait tout un tas de mecs, tu tournais la tête à droite, à gauche, il y avait toujours un mec super fort et super connu. Et moi, c'est vrai que ces gars-là, je les avais regardés à la télé, ceux qui m'avaient donné envie de faire du vélo. Donc quand tu te retrouves là avec eux, c'est incroyable au début. Après, tu t'habitues à tout ça. Ouais, bien sûr.
quand tu passes des élites nationales à ça, bah ouais, ça fait, tu vois, ça fait bizarre, quoi. Mais ouais, ça m'a marqué. Après, il y en a plein d'autres, mais ouais, si j'en ai une à retenir, ce serait celle-là, je pense, de l'année. Dans Ouais. le temps. Tu disais aussi que la Vacance Soleil avait entre autres recruté bien, les frères Fayut, du fait de leur popularité, vont participer au Tour. Or, cette année-là, l'équipe ne fait pas le Tour, n'avait pas été sélectionnée. Comment ça a été pris du coup en interne? Bah, ni le Tour, ni le Giro, ni la Vuelta. Comme ça, Ah c'est ouais, le triplé, bim. la plus grosse course de l'année, je crois que c'était le Tour de Suisse. Donc en fait, nous, ça nous a été un peu préjudiciable parce que bah finalement on va dire le front B, c'était normalement Tour de Suisse, Paris-Nice, etc. Enfin, je veux dire les courses un peu d'une semaine, ça devenait les plus grosses courses Eh du oui. cas. Donc tous les leaders, ils devaient être sur ces courses-là. Donc en fait, on a pour tous les coureurs comme moi, plus jeunes, etc., plus modestes, bah on n'avait pas trop la possibilité de s'exprimer sur des courses parce que finalement, il fallait faire courir tout le monde. Donc, ça n'a pas été forcément bien pris et ça n'a pas été bien pris aussi par, je veux dire, Brice, surtout parce que lui, Brice, il voyait que par le Tour de France, c'est normal. Lui, c'était pour ça qu'il avait signé là, donc il n'y avait pas de Tour de France. C'est un peu tourné au vinaigre, malheureusement, sportivement, un peu les relations avec un des managers, c'était pas super et voilà, mais c'est comme ça. C'est après Romain, lui, comme c'est vraiment un chat, il est très très agile et c'est plus un tempérament de sprinter. Lui, il a réussi un peu à passer outre tout ça et il a vraiment fait des super années là-bas. Et lui, il arrivait à s'exprimer sur d'autres courses. Enfin, il n'avait pas le même état d'esprit et voilà. Mais c'est comme ça. Ça a été une expérience. Donc, ça a été une belle parenthèse qui a duré donc 1 an pour toi, puisqu'à la fin de cette saison 2010, tu refais le chemin inverse et tu retournes à Nogent-sur-Oise. Donc, que s'est-il passé? Tu l'as déjà un peu expliqué, mais je te Non, laisse détailler. parce que Brice, lui, il a eu une proposition des frères Schleck qui montaient une équipe. Hmm. C'était l'équipe Léopard Trek à l'époque. Et donc, vu comme ça se passait pas super bien, c'est normal il a cassé le contrat pour partir avec les Schleck. Et du coup, bah, Romain, lui, il est resté là. Mais moi, je l'avais signé qu'un an. Et en fait, j'ai pas été renouvelé. Ça, c'est, voilà. Donc, j'ai pas été renouvelé. Bah, c'était pas une grande surprise. Vu la situation, etc. Donc, ouais. Donc, en fait, j'ai pas été renouvelé. Comme j'avais pas non plus trop couru, j'avais peut-être fait 30 jours de course cette année-là. Ah oui, ok, oui, en effet. Pas énorme, donc 30, peut-être 35. Et en plus, concentré sur un moment de la saison. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Mais moi, dans ma tête, c'était juste, je me suis dit, ça a été pas un échec, ça a été une expérience. Et puis, j'en avais pas fini avec le vélo, loin de là. Non, Donc, bah, si je retrouve pas d'équipe pro, ce qui était difficile en fin d'année. Et donc, ouais, je suis reparti à Nogent avec vraiment l'envie de repasser pro, mais là, de passer pro vraiment grâce à mes résultats et montrer vraiment mon potentiel. Donc, voilà. justement, c'est ce que j'ai noté, notamment, donc tu restes 2 saisons, 2011 et 2012. Et en 2012, il y a de probants résultats, donc des victoires sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc, ainsi qu'une étape du circuit des Ardennes. Est-ce que tu penses que c'est cette année 2012 qui t'a permis justement de réellement de nouveau repasser un step pour pouvoir aller toquer à la porte des équipes de première ou deuxième division? Bah, 2011 était déjà pas mal. Hein. J'avais gagné pas mal de courses, notamment, je crois, 4 ou 5 courses en une semaine. Ouais. Avec la Coupe de France de chrono. J'avais gagné après, 2 jours après le Grand Prix de Beauchamp, après 2 étapes autour de la Manche. Enfin, je faisais quand je trouvais le pic de forme, c'est vrai que j'arrivais vraiment à concrétiser tout de suite. Ouais. Et en fait, en 2012, c'est vrai que j'ai gagné des classements généraux et donc le Tour de Franche-Comté, donc devant Warren Barguil. Et Warren, à l'époque, c'était le futur, l'avenir, quoi. C'était la future pépite française. Et après, j'ai gagné encore le Tour des Pays de Savoie, encore devant Warren. Donc c'est vrai que j'avais fait des super résultats cette année. J'avais gagné une course, je me souviens plus trop,
Mais quand bien même, j'avais pas eu beaucoup de propositions. La seule proposition que j'ai eue en fin d'année, c'est Big Mat, c'est Stéphane Javalet. Mais bon, c'était OK pour moi. C'était déjà super pro dans une équipe encore parisienne. Et, et ouais, c'était bien. Donc, ouais, je suis repassé pro. Mais vraiment, là, grâce aux résultats, en 2 ans, je pense que c'était indiscutable enfin, à cette époque-là, normalement, je dois être pro, quoi. Donc, c'était normal de repasser. Mais après, voilà, je suis repassé step by step, continental chez Big Mat, mais c'était très bien. Je reviens juste un petit peu sur Nogent-sur-Oise. En 2011, tu cours avec un certain Arnaud Desmar. Ouais. Que c'était déjà un énorme phénomène à l'époque. Ouais, bah, un peu comme, j'en ai pas vu beaucoup dans ma carrière, mais lui, c'est vrai que quand je l'ai vu pédaler je me suis en stage en début d'année, et il avait gagné une course, on faisait des courses les boucles catalanes, les courses un peu vers Perpignan, là, des élites prêtes à relever où ça roulait à fond. Il y avait tous les clubs qui étaient là en stage et ouais, je l'avais vu gagner une course là, pédaler là, et j'avais dit putain, lui, il a vraiment un truc, c'est vraiment un gros potentiel, c'est la classe. Et c'était pas qu'un sprinter en fait, c'était vraiment un mec, on voyait qu'il était taillé, il avait un coup de pédale très symétrique, c'était vraiment, on voit tout de suite quelqu'un qui a quelque chose de différent quand tu as un peu le feeling et l'œil avec les coureurs. Et après, c'est vrai qu'en fin d'année, il a été champion du monde espoir. Donc, pour le coup, il avait gagné je ne sais combien de courses dans l'année. Enfin, c'était vraiment un tout bon. Et ouais, j'ai toujours gardé de très bonnes relations avec lui depuis toutes ces années. Voilà. Ouais, mais très bien. De toute façon, on n'attendait pas moins à propos d'Arnaud Desmar. Voilà, c'était pour savoir un peu déjà si à l'époque c'était un phénomène. Donc, bah, la réponse ne me surprend pas. Donc maintenant, revenons un petit peu à ta carrière. Donc, comme on le disait, les résultats des saisons 2011 et 2012 t'ont permis progressivement de remonter au second échelon du cyclisme mondial. Tu passes pro en 2013 chez Big Mat Aubert 93, donc l'actuel Saint-Michel Aubert 93. Comment se passe ton arrivée là-bas? Bah, très bien, très bien intégré, tout va bien. Début de saison pas terrible parce que bah, j'ai jamais été bon dans les débuts de saison parce que je tombais souvent malade en février-mars, les grippes, les bronchites, les grippes, etc. Donc du mal à trouver la forme et on va dire jusqu'au championnat de France, ça a été un peu laborieux. Après le championnat de France, bah, je savais que de toute façon l'été, je suis toujours en forme l'été. Donc ouais, après, en fait, l'été, ce que j'avais fait cette année-là, c'est que j'avais coupé un peu et après, j'étais allé faire des kermesses en Belgique sous les conseils d'un ancien. Il me dit, ah, faudrait que tu ailles faire ça. Des kermesses, ça va te mettre du rythme et tout. Mais vraiment, les kermesses en Belgique, c'est comme des courses pro. C'est 160 kilomètres. Les départs sont à 15 heures. Et il y a entre 100 et 200 coureurs au départ. Oui. Donc, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait fait on était deux coureurs là-bas et on s'était fait un programme. On s'est dit, on va faire celle-là, ce jour-là. C'est un peu tout centralisé autour de Bruxelles, pas très loin. Donc, tu peux courir tous les jours ou tous les 2 jours pendant 10 jours. Donc, j'en avais fait 4 ou 5, je sais plus. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un peu de vélo le matin. Je faisais par exemple 40 kilomètres. Et après, j'allais faire la kermesse. Et en fait, ça me servait d'échauffement parce que comme ça roulait à bloc, et le départ est à 15 heures. Si tu es un peu froid, tu passes un mauvais moment. Ouais. Donc, je m'étais dit, je vais me préparer là-bas pour vraiment être super fort en reprenant les courses à la Polynormande et au mois d'août et tout. Voilà, pour faire une deuxième partie de saison super, quoi. Et en fait, j'en ai gagné une là-bas. Et c'est passé un peu au travers des radars parce que j'ai gagné une kermesse devant, quand on regarde le classement, dedans, il y avait Tige Benoît, il y avait Ah oui. super fort, plein de Belges. En fait, on était un groupe devant et je les avais lâchés à peut-être 20 km de l'arrivée et j'avais fait 20 km avec 10 secondes d'avance. 12 secondes, 8 secondes, 12 secondes, 8 secondes et j'ai gagné comme ça. Et à partir de là, c'est vrai que je me suis dit que j'avais retrouvé un bon niveau. Et voilà, et après, en fait, après, j'ai gagné au Tour du Limousin. C'était ma première victoire chez les pros. Exactement. Donc, j'ai gagné la dernière étape en passant pas loin 2 jours avant de gagner. Enfin, voilà, j'avais fait un été
vraiment bon. J'avais pris beaucoup de plaisir et pas mal de résultats jusqu'à la fin d'année. Donc finalement, ça n'a pas très bien commencé, mais ça a très bien fini. Ouais, c'est ce que je vois. Je suis sur ta fiche PCS. Je vois du coup out of the limit sur l'étoile de Bessèges. Mais quand on Ouais. passe l'été, il y a notamment une 7e place au Tour de l'Ain, enfin sur une étape du Tour de l'Ain. Il y a ta victoire à Limoges sur le Tour du Limousin. Et c'est vrai, après, Grand Prix de la Somme, tu fais 9e. Tour du Gévaudan, tu fais 2e du Général, 2e de l'arrivée au Montégoal en plus, ce qui est pas simple. 29e du Tour de Vendée, 39e de Paris-Tour. Là, ouais, vraiment, c'est une fin d'année un petit peu champagne, ouais. Ouais, une bonne année, bonne deuxième partie de saison assez solide. Donc ça m'a donné beaucoup de motivation pour l'année suivante, pour 2014. Pour Donc, 2004. ouais. Là-bas, tu cours avec des garçons comme Steven Tronet, Flavien Dassonville, Frédéric Brun, donc des gens qui ont tout de même une petite réputation. Petite question sur Steven Tronet, du coup. Je pense que ça a été une des plus grosses surprises des années 2010, son titre de champion de France. 2015. Ouais, 2015 exactement. Et toi, comment tu le définirais? Quel type de coureur il est pour ceux justement qui ne connaissent pas Steven Tronet, alors que moi perso qui commence à suivre le vélo dans ces années-là, je comprenais pas tout et ça a été vraiment quelque chose de what the fuck et quelque chose d'énorme, quoi. Je veux dire, c'est le genre d'exploit qu'on aime voir. Bah, Steven, c'était quelqu'un qui se connaissait très bien dans le vélo par rapport à sa forme et il savait très bien cibler un peu les périodes où il était en forme. Et en fait, c'était pas enfin, c'était une surprise, mais c'était moins une surprise pour les gens enfin, quand on était dans le peloton, c'était moins une surprise de le voir dans le final du championnat de France parce que les semaines avant et le mois avant, quand il avait gagné une étape à la Route du Sud, et souvent les gars qui gagnent des étapes là, ils sont toujours très en forme. Ouais. Il avait gagné une étape en costaud, enfin il avait fait toute une série de performances où en fait tu les vois pas si t'es pas dedans, mais quand tu étais dans le peloton, tu voyais que ce gars-là il marchait toujours en phase ascendante dans sa forme. Il est arrivé au championnat de France. Et ben, il a couru à la perfection, il a suivi, il savait, de toute façon, il savait que nous, chez Cofidis, on allait prendre la course en main pour Bouhanni et que, voilà, il avait juste à s'accrocher. Et à la fin, il y a eu ce qui s'est passé, ils se sont accrochés devant Roux et Et nous. ouais. Et lui, il en a profité, bah voilà, mais bon, il fallait être dans le groupe à l'arrivée, on était 11 Voilà. et il fallait être là. Donc, mais moi, ça m'a pas étonné qu'il soit là vu les semaines précédentes. Donc, Ok, très pour le définir, c'était un mec très malin, très intelligent sur un vélo. Très bien, très bien. Mais belle parenthèse sur Steven Tronet, c'est le genre de choses qu'on aime entendre. Passons à ton année 2014. Donc, comme tu le dis, les résultats sont de plus en plus probants. Et là, dès le début de saison, tu commences avec le Tour méditerranéen cycliste professionnel, tu finis 16e. Si on avance un peu plus loin, Critérium international, 11e du général, 9e sur Paris-Camembert. Ensuite, tu participes aux boucles de la Mayenne que tu remportes. Donc, Ouais. quand même, et, ça commence à faire énorme. C'est une très belle victoire, les boucles de la Mayenne. Comment ça s'est passé d'ailleurs sur tes preuves-là? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, c'était les boucles de la Mayenne, quand on prend sur le papier, c'est pas forcément une course très très dure. On se dit bon, ok, c'est pas, les reliefs sont pas super durs, ça va finir, ça va se jouer à la bonif. Et en fait, cette année-là, ils avaient fait un parcours très dur sur l'étape 3, avec je me souviens plus, la bosse là, mais c'est toujours dans le même coin, autour. Je sais plus trop, je sais plus le nom de la bosse là-bas, mais Vers bon, Laval? comment? Aux alentours de Laval? Ouais, non, non, enfin, Laval, c'est la dernière étape, mais Laval, du côté de Tréampas et tout ça, là où il y a toujours les étapes reines de cette course. Et en fait, ils avaient fait un circuit, ils avaient fait une étape en ligne très dure et un circuit final très dur avec une arrivée en haut d'une longue montée qui me correspondait parfaitement. Ça remontait en palier, c'était long, mais jamais très raide. Et en fait, sur les 4 jours, il avait fait très chaud. Et c'est vrai que le premier jour, sans relief, ça avait fait déjà des dégâts. Ouais. Et moi, je m'étais retrouvé déjà un peu à l'avant du classement. Et le lendemain, sur cette étape-là, en fait, j'avais pas gagné, mais je m'étais retrouvé, j'avais fait 2 ou 3e de l'étape. Et en fait, c'était vraiment une course à l'usure avec la chaleur, etc. Et c'est vraiment ce qui me correspondait.
Donc, je me suis retrouvé à gagner le général de cette course. Voilà, pas forcément en allant pour gagner le général, plutôt une étape. Et en fait, j'ai gagné le général. Mais c'était vraiment aussi l'état de forme. J'étais très, très en forme, souvent en juin. Et voilà. Donc, ouais, c'était une belle victoire sur un classement général. Pour Big Mat, c'était super. Et pour moi, pour essayer de passer à l'échelon au-dessus, c'est une bonne chose. D'ailleurs, petite anecdote sur les boucles de la Mayenne 2014. Si tu veux flex, tu as battu Mathieu Van Der Poel sur cette épreuve. Ouais, ouais. Ouais. Et ouais, Van Der Poel, à l'époque, c'était un gamin. Hein. C'est pas tout le monde qui peut se targuer quand même d'avoir battu Van Der Poel. Même le gars. Ouais, bah, t'es sûr, ouais, mais bon. Après, après je l'ai revu, je crois, l'année ou 2 ans après. Je crois que j'étais aussi et c'est lui qui a gagné. Donc, Ah, bon, me voilà. on pourra dire qu'il m'a battu aussi. Ouais, voilà, exactement. Chacun son tour. Donc, Van Der Poel, ouais, à l'époque, il était chez BKTP, je crois, ou une équipe comme ça. En fait, les gars, ils venaient faire des quelques courses sur route pour préparer le cyclocross. Ouais. Et ouais, ouais, c'était tout jeune, mais c'était déjà. Bon, tout le monde en parlait déjà comme un grand. Hein. Et ouais. C'est la génétique, on va dire aussi. Ouais. Il avait ça dans le sang. Donc ensuite, comme tu l'as dit, le mois de juin se passe bien, tu finis 6e aussi de la route d'Occitanie. Et du coup, quelques semaines après, le 1er août 2014, la Cofidis annonce ta venue dans son effectif. Comment tu te sens là dans ta tête? Ça y est, tu décroches enfin le Graal? Parce que bon, à ce moment-là, l'équipe, elle n'est pas encore en World Tour, mais quand même, la Cofidis, c'est une référence et elle participe à toutes les plus grosses courses du monde. Ouais, bah pour moi c'était un accomplissement. Voilà, c'était important de pouvoir accéder à ce niveau-là pour pouvoir faire vraiment les courses qui me faisaient envie à la télé, etc. Enfin, c'était la suite logique. Et donc, ouais, Cofidis c'était pas en World Tour, mais bon, et le programme était équivalent au World Tour. C'était peut-être même mieux parce qu'on n'était pas obligé d'aller sur certaines courses. Exactement. C'était le top. On était invité sur le Tour et la Vuelta. L'équipe postulait pas forcément parce qu'on n'avait pas l'effectif. Et puis ouais, c'était une super chose. Il y avait Bouhanni qui arrivait et lui, il était vraiment au top de sa forme dans ces années-là. Ah oui. Donc on avait vraiment des bonnes perspectives. Est-ce que par hasard, tu avais eu des touches ailleurs ou tu t'es uniquement mis dans des discussions avec la Cofidis à ce moment-là? Oh, des touches ailleurs, mais c'était la meilleure proposition que j'ai eue, c'était chez Cofidis. Mais ça n'a pas été facile. Hein. J'ai signé 1 an au début il y a 1 an pour voir si ça valait le coup, quoi. Je veux dire, ça a jamais été un long fleuve tranquille. Donc, mais bon, l'essentiel c'était de signer et puis d'être dans le jeu. Comme tu dis. Donc, dès la première année, donc pour ta saison 2015, eh bien, l'équipe t'envoie au Castif en t'envoyant sur ton premier grand tour de ta carrière, qui est le Giro. Non, Ah bon? Vuelta. Ah ouais, la Vuelta? T'es pas allé sur le Giro en Non, premier? non, pas du Ah, tout. j'étais persuadé. Eh oui, non, en effet, je me suis planté. C'est sur la Vuelta, en effet, en fin d'année. Donc, comment se passe ton premier grand tour? Plutôt bien. J'avais fait une bonne année. Surtout, je faisais plutôt les classements généraux et ça marchait bien. J'étais souvent placé. Enfin, voilà, j'ai été vice-champion de France du chrono. Oui. Et, et donc, la Vuelta, c'était bien. On y allait pour plusieurs objectifs. Il y avait les objectifs d'équipe avec Bouhanni, mais ça n'a pas marché parce qu'il est tombé, retombé, etc. C'était pas une bonne course pour lui. Et du coup, moi, il y avait au début de la course là, il y avait une étape déjà assez dure dans les premières étapes, et c'était une arrivée en montée. J'ai fait l'arrivée comme si je faisais le général, et j'ai pas fini trop loin, donc je me suis dit tiens, on va rester. C'est intéressant, et j'étais avec un pote dans l'équipe, Johan Bago, et Johan il me disait toi tu devrais faire le général. Il dit accroche-toi tous les jours, et puis on fera le point à Madrid. Et il m'avait dit, tu verras la place que tu fais à la première arrivée au sommet, c'est la place que tu auras arrivé à Madrid. J'avais dit OK, et il me donnait plein de conseils parce que lui, il avait déjà fait pas mal de grands tours, Ok. notamment ça,
Et donc, comme il voyait en moi que j'avais un petit potentiel pour ça, il s'est dit, je vais essayer de lui donner un coup de main. Donc, en fait, ça a été mon fil rouge toute la course de faire le général. Et en fait, à 2 jours de l'arrivée, je suis tombé, c'est un gars qui m'a fait tomber sur pas loin de l'arrivée, à Avila. Et c'est Cardozo qui a été pris pour le PO, je crois, l'année suivante. Et lui, en fait, pareil, il devait être 15e au général et moi 16e ou inversement. Et il était devant moi, dans sa roue, et quand il se mettait en danseuse, c'était une faucheuse. Et comme il y avait un peu de vent de côté, c'était dans une montée, il m'a pris le guidon. Et donc, j'ai tapé la tête sur le bitume et je me suis pété. Enfin, j'ai fait une grosse chute et en même temps, je me suis pété les dents devant sur le bitume. Donc, en fait, je suis relevé, j'étais en sang, puis j'avais des plus de dents devant, là. Et donc, j'ai dit, bah, c'est terminé, j'ai pété un câble. Et j'ai abandonné le début. Alors que tout le monde me disait, non, il faut que tu finisses pour aller à Madrid et pour ton classement général. Je vais dire, moi, je pétais un câble. Si tu veux, quand ça fait 3 semaines que tu es sur les nerfs parce que tu dois toujours faire attention à ton placement pour le général, c'est toujours un truc très stressant où tu dois être bien. Pas te permettre d'être un jour pas bien où tu prends 30 minutes, sinon c'est fini. Les étapes au sprint, faut pas prendre de cassure. Enfin, c'est tout un cheminement où tu dois toujours comme ça. C'est la première fois que je le faisais. Et en fait, c'est une super expérience, mais à la fin, malheureusement, ça s'est mal fini. Et donc, je me suis pété les dents à 2 jours de l'arrivée. Je suis rentré chez moi. Donc, finalement, je l'aurais jamais fait dans le top 20, top 15 d'un grand tour. C'est la vie. Parce que tu partais bien pour, en plus, là, je regarde, comme tu dis. C'est fait. Je pense, si tu veux, vu les écarts, etc., c'était OK. Et ma forme, elle était bonne. Là, au moment où je suis tombé, c'était un moment en plus où on était encore une fois que les meilleurs ensemble. Donc, si tu veux, c'était fait. Ou je gagnais une place, ou je restais là, ou je perdais une place. Donc, je faisais entre 14 et 17, quoi. Tu vois, donc c'était pareil, mais c'était intéressant de faire ça. Mais finalement, ça n'a rien fait. C'est la vie. Est-ce que tu sais qui gagne le jour où tu abandonnes? Ouais, c'est Goujard. Exactement, c'est Goujard. Ouais, Ouais. c'est Goujard avec une belle échappée. Ouais, exactement, c'est Goujard. Et après, pour revenir à cette Vuelta, moi, c'est la première Vuelta que je suivais vraiment en long, en large et en travers. Et je pense que ça a été un des meilleurs grands tours que j'ai jamais vu, avec Chavez qui était à son meilleur niveau, Tom Dumoulin qui se révèle en montagne. Si je dis pas de bêtises, il y avait même Froome avant d'abandonner qui était vraiment en canne. Comment tu l'as vécu, toi, justement, de voir une adversité avec autant de monde? Parce qu'il y avait, là, j'en oublie, il y avait Maïka, il y avait Haru, il y avait. Comment tu l'as vécu? Bah, en fait, moi, ouais, je les voyais pas trop, les gars, parce que moi, j'étais toujours dans juste derrière eux. Ouais. Donc, en fait, eux, ils font un peu leur course entre eux. Et on va dire les 5-10 premiers. Et après, nous, entre 10 et 20, on fait notre course entre nous. En fait, on est un peu toujours, quand on fait un général comme ça, on est un peu toujours avec les mêmes. Ok. Donc, en fait, on voit pas trop ce qui se passe devant. Et on voit pas ce qui se passe derrière. On est un peu dans notre bulle. Et eux, pareil, devant. Donc, moi, j'avais été impressionné à l'époque par le train de la Astana. Ok. Il y avait un train Mais d'enfer ça, à roue, c'était impressionnant. franchement, c'était. C'était impressionnant. Vraiment, ils faisaient des trains. On n'était plus que 30 dans le peloton, mais à l'agonie. Et je me suis dit, waouh, là, c'est du grand vélo. Et après, j'ai vu la même chose avec Sky les années suivantes, etc. Et après, avec Jumbo. Et il y avait toujours un qui arrivait à faire ça une année. Et là, c'était la Astana pour Haru. Et tout le monde était persuadé que Dumoulin allait gagner la Vuelta. Et en fait, le dernier jour, il a craqué. Et Haru, il a sorti un numéro et il a gagné. C'est vrai que, comme tu dis, en plus, je crois qu'il avait. Quand on a Mikel Landa en serviteur, Ouais. ça doit passer. Mikel Landa qui était en plus. Déjà, il est encore très bon aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment. Voilà, une arrivée en Andorre sur cette Vuelta à laquelle tu as participé. J'avais explosé mon crâne, il était beaucoup trop fort. Beaucoup, Ouais, beaucoup trop fort, mec. ils étaient forts. Très, très forts. Donc, fin du coup de ton premier grand tour qui aurait dû se terminer sûrement par un top 15. Est-ce que c'est, maintenant que ta carrière est finie, justement, est-ce que c'est un regret peut-être de ne pas avoir pu réitérer ce genre de choses ou alors pas du tout, tu t'es focalisé sur d'autres objectifs?
Bah, non, mais en fait, je me suis dit que c'était vraiment trop d'investissement physique et mental pour en fait quasiment pas de retour dessus. Enfin, pas, si tu veux, à part moi et mes parents, personne, et mon entraîneur, personne ne sait que j'ai fait 15e ou que je suis arrivé 18e à une minute des premiers. En plus, c'était bâtard parce que quand tu arrives à une minute, souvent on ne voit même pas à l'écran. Ouais. C'est le moment où il passe les replays de l'arrivée. Ouais, il passe le mec qui gagne les bras au ralenti. Donc toi, tu arrives. Et en fait, du coup, tu fais des efforts. En fait, la performance physique, elle est super bonne, mais tu te dis pourquoi. On me disait toujours, tu ferais mieux de te relever pour essayer de faire une étape. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Parce que quand tu te relèves pour faire une étape, t'es pas sûr d'y arriver, de prendre le coup, etc. Ou que la tension nerveuse, elle redescend, tu perds tes bonnes jambes. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est toujours facile de dire les choses, mais après de les faire, c'est toujours plus difficile. Donc après, je dirais que les années suivantes, j'ai plus essayé de jouer une étape et de faire un peu le général sur des courses secondaires, mais en fait, j'ai trouvé que faire une étape, c'était aussi, bah, c'est sûr, tu passais 3 semaines plus tranquille parce que tu pouvais faire une journée à fond, une journée où tu prenais 30 minutes. Mais tu t'éclatais plus à faire ça, c'est clair, dans la globalité. Mais en fait, je dirais que pour sportivement, pour soi, vraiment de faire un général, je trouve que c'est une performance physique et mentale qui a pas d'égal. Ok, ouais, je comprends. Je comprends, comme tu dis, c'est 21 jours à fond, pas le Ouais, droit à un écart, et ouais, je comprends. pas un écart, toujours se soucier des détails, faire les chronos à fond. Voilà, c'est 21 jours où tu n'as pas de relâche et je trouve que les gars qui font ça, eh ben, c'est impressionnant. Enfin, moi, c'est respect à eux qui font ça depuis 10 ans, 15 ans. Parce que quand tu l'as fait une ou deux fois, bah, tu te rends compte que, ouais, c'est pas facile. Voilà. Ok, non, mais très bien, très bien, bonne explication. Et d'ailleurs, ben, du coup, tu le dis un peu à demi-mot, c'est justement tu as préféré du coup te focaliser sur d'autres exercices. Donc on y vient, l'exercice de baroudeur, parce que je pense que beaucoup de monde te connaît aussi parce que ben, tu as réalisé de grands raids solitaires en échappée. J'en ai noté un, donc victorieux en plus sur le Tour du Yorkshire, où tu fais 120 km tout seul et où tu gagnes. Euh, Ça t'est venu comme ça, tu disais, voilà, justement, c'est par plaisir de réaliser un effort comme ça que tu as décidé de te tourner vers le rôle de baroudeur? Non, j'ai toujours gagné les courses en partant de loin. Donc, j'ai toujours fait des échappées depuis les cadets, les minimes. Donc, en fait, c'était logique de faire la même chose. Enfin, c'était ma qualité principale, Ouais, c'était grand et de savoir rouler vite, longtemps et vite. Donc, j'étais un rouleur qui savait bien grimper parce que j'étais pas lourd et bon rapport poids-puissance. Et voilà, et très métronome dans son effort. Enfin, je connais très bien mon corps et ma gestion des forces sans même un cardio ou un capteur de puissance. Donc en fait, non, pour moi, c'était vraiment comme ça que je voulais gagner des courses. Ouais, c'était la manière aussi la plus, ouais, la- pas la plus simple parce que c'était pas simple, mais la plus faisable de gagner une course parce que j'étais pas rapide. Et après, voilà, c'était les plus belles victoires, c'est celle-là, quoi. C'est quand tu pars de loin et que tu gagnes tout seul, c'est toujours plus retentissant qu'une victoire où tu vois, tu fais 200 mètres devant. Ouais, ok, c'est pas pareil, quoi. oui, c'est pas la même chose, c'est clair, tu as raison. Ouais, moi, j'ai toujours voulu gagner des courses comme ça. J'en ai gagné quelques-unes comme ça. Et c'était super. Et c'est vrai que celle au Yorkshire, je pense que c'était un des jours où j'étais le plus fort dans ma carrière. Et d'arriver à mettre sa forme et sa force le jour et de gagner sur une belle course comme ça, c'est clair que c'est bien. Et c'est pas facile. On n'a pas des jours comme ça dans une carrière, tu n'en as pas 50. Et si tu arrives à les mettre à gagner, c'est super. Donc, ouais, c'était une super journée. Ouais, c'était c'était fort. On, Ouais. on le sent, là, il y a encore de l'émotion, Non, t'es content, rien que d'en parler. et, si tu veux, quand tu fais que vraiment corps avec ton vélo comme ça, dans ta carrière, c'est des trucs. Tu essayes de le revivre après, mais tu n'arrives pas forcément.
Et ouais, et puis c'était bien. Ensuite, toujours chez Cofidis, tu vas monter 2 fois sur la boîte des championnats de France de chrono. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, d'abord en 2015, puis en 2019. Et donc, sur le papier, l'édition qui impressionne le plus, c'est celle de 2015, où tu termines à 2 petites secondes de Jérôme Coppel. Donc, Jérôme Coppel, monstre du chrono, qui a déjà fait des médailles aux mondiaux justement de chrono. Du coup, par rapport à cette performance-là, j'ai 2 questions. Du coup, quel est ton rapport à l'exercice du contre-la-montre et ce titre de champion de France qui te passe à 2 secondes sous le nez, est-ce que c'est le plus grand regret de ta carrière ou à l'inverse, est-ce que c'est une fierté d'avoir été aussi près du but? Non, c'est le plus grand regret, c'est clair, parce que 2 secondes, normalement, je dois gagner. Jérôme, c'est le meilleur coureur de chrono de ma génération, donc déjà tous les espoirs. Il a un an de plus que moi, donc en espoir, c'est le meilleur. Et après, c'est toujours été la référence toutes mes années. Ça a été Jérôme, c'est la référence en chrono. Donc, et c'est vrai que cette année-là, j'étais vraiment en forme. Je sortais de la route du Sud où j'avais fait 4e derrière Contador, Quintana et Latour. Donc, pareil, c'était une référence de faire ça juste avant les championnats de France. Et j'arrive sur le championnat de France un peu sur la lancée. Mais le chrono, ça a été toujours le fil rouge de ma carrière. J'ai toujours aimé les championnats de France. Je crois que j'en fais, je sais plus, 12 ou 13. Je faisais tous les ans le championnat de France chrono. Et en fait, c'était un regret parce que j'avais pas du tout ma radio marchait pas. Donc, j'avais aucun temps de passage. Et en fait, je me suis dit, je me sentais un peu fatigué. Je me suis dit, je vais faire 5 ou 6e. Mais je pourrais pas faire mieux parce que je sentais que j'étais encore fatigué de la course 3 jours avant. Et en fait, aucun temps intermédiaire, rien du tout. Je passe la ligne sans même aller à fond jusqu'à la ligne. Tu vois, pas vraiment, pas comme si tu jouais un titre. Et oui, oui, oui. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais pas un bon vélo cette année-là. Et vraiment un truc. Normalement, je dois gagner largement ce championnat de France. Et même Jérôme me l'avait dit. Il me l'avait dit quand on était au contrôle antidopage après. Quand il a vu mon vélo et le sien, il a dit quoi, t'as fait le chrono avec ça? Je dis ouais, ça. Et lui, il avait même dit après dans les médias que cette année-là, c'est vrai que j'aurais dû gagner parce que j'avais pas un bon vélo. Et c'est là mes grands respects à Jérôme de l'avoir dit. Et après, il a gagné. Donc j'étais entre Coppel premier et Chavanel troisième. Et Chavanel, c'était une idole quand j'étais gamin. Une autre référence de chrono d'ailleurs, Chavanel. Je sais Ouais. pas combien de top 10 dans les chronos sur le Tour de France et compagnie. Ouais, c'était Il a 4 ou 5 titres de champion de France. Oui, voilà, déjà rien que ça. Plus 1 sur la route. Enfin, c'était vraiment le taulier du chrono. Non, franchement, oui. Donc, ouais. Et du coup, cette année-là, c'est un grand regret de ne pas avoir gagné. Même si sur le coup, c'était une petite surprise d'être deuxième. Mais quand tu réalises après que je me suis dit, je le gagnerai les années suivantes. Et en fait, pas du tout. Et en fait, voilà. Donc, le plus gros regret, c'est ça. C'est clair. Ouais, 2 petites secondes, c'est vrai que. C'est rien du tout. Rien. Et là, c'est passé depuis un moment, 2 secondes. Jérôme, il partait dernier, donc ou avant-dernier. Enfin, donc il savait et il est allé à la mort jusqu'à la ligne pour justement aller au meilleur temps. Mais c'est normal, c'est le jeu. Et Bien sûr. pas fait. Ensuite, comme je l'ai dit, tu refais second en 2019. Et du coup, c'est sûrement une de ces performances-là qui va te donner accès au Tour de France. Mais on va y revenir. Parce qu'avant de parler du Tour de France, je veux qu'on revienne sur un épisode de ta carrière qui est, moi, à titre perso, c'est comme ça que je t'ai connu. C'est Liège-Bastogne-Liège 2017. Donc, qu'est-ce que c'est que ce numéro de fou furieux que vous nous avez fait avec Anthony Pérez? En fait, on s'était préparé les jours avant. Ça faisait une semaine quasiment qu'on était à l'hôtel parce qu'on avait fait la Flèche Wallonne avant. Et on s'était dit, putain, on a fait un début de saison pourri, il va falloir qu'on mette un peu en route. Et on s'est dit, à Liège, on fait un numéro, quoi. Enfin, on va aller devant pour être échappé et faire un grand raid à 2. Et puis, avec Anthony, c'est un super pote. Donc c'est vrai qu'on était souvent en chambre ensemble. Et en fait, plus les jours passaient, plus on bouillonnait pour cette course-là. Et en plus de ça, ils annonçaient un temps genre 4 degrés, 5 degrés tout le long. Enfin, pas de pluie, mais
froid tout le long. Et je lui ai dit, tu vois, moi, au départ, je pars en cours, même s'il fait 5 degrés sur la place à Liège, je pars en cours. Donc, j'avais mis enfin, moi, j'étais en cuissard court, mais manche longue et tout, mais j'avais mis une pommade chauffante, mais un truc qu'il y avait que moi qui pouvais la mettre tellement elle brûlait. Un truc de fou, tu pouvais pas te doucher pendant, c'était un truc de fou, ça brûlait. Il y en a, les gars, ils mettaient ça, il y avait que moi qui la supportais. J'étais parti avec ça et en fait, j'avais tellement mentalisé cette course que je voulais pas du tout louper l'échappée. Et en fait, à Liège, c'est assez simple parce que tu fais un fictif dans la sortie de Liège et tu pars tout de suite. Ça monte pendant 5 kilomètres. Et ça monte 5 kilomètres par raid, grand plateau, un peu chaîne croisée, ça monte vite. Et en fait, en haut, ça fait un peu un plateau et souvent l'échappée, elle part là. Donc, et en fait, j'ai senti tout de suite que j'avais des bonnes jambes et que voilà, fallait pas que je me loupe, fallait que je sois devant. Et donc, sur le haut, ça part, l'échappée part et je me retourne un peu et je vois Anthony qui est un peu en croustille derrière et je l'entends qui hurle pour que je l'attende et en fait, il arrive à rentrer avec encore quelques gars et on se trouve ce groupe-là de, je sais pas, 12 coureurs, 11-12. Et putain, on était impressionnés parce que le groupe, il tournait file montante, file descendante pendant 200 km. On a roulé. Il n'y avait pas un mec qui ratonnait. Ça roulait à bloc. J'avais même pas arrêté de pisser, rien du tout. C'est lui qui me poussait pour que je pisse en roulant sans perdre les roues parce que si je perdais les roues, on rentrait pas. Enfin, c'était un truc de fou. On était tombé sur des mecs, des Thiago Machado, des mecs qui roulaient à fond, à fond. Et on s'était dit, attends, voilà, quand on va arriver dans les bosses, on va leur faire la fête. Et on s'est pointé on est arrivé à la Redoute. On avait encore une super avance parce qu'on a pris 13 minutes d'avance, mais en roulant, en tournant à fond. Et derrière, c'était Movistar qui roulait pour Valverde. Et en fait, nous, on a géré devant sans gérer parce que franchement, on roulait vite. Et je pense que derrière, ils se sont dit, bah, on va laisser un peu de champ, on les laisse aller, on les laisse faire leur truc. Et ils se sont rendus compte que devant, on était vraiment en costaud. Donc, je crois qu'à 60 bornes de l'arrivée, on en a encore 9 minutes, un truc comme ça. Et voilà, lui, après, il part de toute façon, il fallait pour faire le final à fond, il fallait qu'on parte, enfin voilà, il fallait qu'on désolidarise le groupe, que les meilleurs soient devant. Et Anthony, il part dans la Redoute. Il passe la Redoute en tête et tout. Et moi, en fait, derrière, c'était impeccable parce que je suis resté avec les gars les plus forts sans rouler. Et puis, une fois qu'on est arrivé dans la Roche au Faucon, au pied, putain, j'ai dit, les gars, ils étaient complètement arrêtés, morts. Et en fait, je suis parti. Moi, j'avais encore du jus. J'ai rejoint Anthony. Et puis après, j'ai fait le final tout seul. Mais nous, à l'époque, le final, c'était à Anse. Donc, tu montais Côte de Saint-Nicolas et après encore à Anse. Alors que si ça avait été peut-être comme maintenant en descente, j'aurais peut-être fait une place à l'arrivée, un truc. Ouais, bien sûr, parce que c'est pas du tout la même physionomie aujourd'hui, le final. Ça n'a rien à voir. Ah non, non, là, je me suis fait reprendre dans la côte de Saint-Nicolas. Il y a ces 5 kilomètres. Bon, Ouais. en tout cas, c'était une journée incroyable. Ah ouais, non, des échappées, il y en a souvent sur les monuments, mais il faut que les gens comprennent bien que ce jour-là, ça avait été quand même un truc. Enfin, chaque année, je regarde Liège, bien que ce soit pas forcément une de mes courses préférées. Chaque année, les commentateurs, que ce soit sur Eurosport ou sur France 3, vont évoquer la doublette Rossetto-Pérez de 2017. Non, c'était vraiment un sacré numéro. Ouais, c'était bien. C'était vraiment belle course, belle. Et ouais, c'était le temps qu'il faisait. J'arrivais même plus à parler à l'arrivée tellement il faisait. Et au bout du rouleau, enfin, laisse tomber, mais on avait passé une journée incroyable. Ça, je veux bien le croire, ouais, franchement. Je veux bien le croire que ça, c'est des souvenirs qui restent à vie. Donc, avec Anthony Pérez. Et justement, avec ce même Anthony Pérez, vous êtes tous les deux sélectionnés par la Cofidis pour prendre part au Tour de France 2019. Donc, c'est ton premier tour, le seul et unique de ta carrière. Quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que tu allais le faire? Ouais, c'était bien, hein, c'était enfin. Je l'avais loupé les années avant parce que pareil, des blessures Ouais. juste après. Choix stratégique de l'équipe ou blessure. Donc, plutôt la Vuelta à chaque fois. Au début, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, je vais le faire, etc. Je vais le faire et puis je le ferai. Et 2019, c'était une année pareil bizarre parce que je m'étais pété le bassin en mars à l'entraînement avec un chat.
Je Ah oui. m'étais alors, un chat qui a traversé la route, je l'ai heurté et je suis tombé. Et lui, il a rien du tout. Tant mieux. Et moi, je suis tombé et je me suis cassé le bassin, triple fracture. Donc, j'ai été arrêté un moment en mars et je suis revenu en mai, mais je suis revenu vraiment à l'arrache en mai pour essayer de. Je voulais faire le Tour de France cette année-là, donc j'ai essayé de revenir au plus vite. Et en juin, j'ai quand même réussi à faire 2 du championnat de France. Mais du coup, pour le coup, là, c'était une réussite pour moi parce que d'avoir fait deuxième avec la préparation que j'avais avant, qui était vraiment quasiment nulle, c'était bien. Et après, je fais le Tour de France. Euh, donc c'était bien. C'était finalement, c'est une récompense de, ouais, de pas avoir lâché après cette fracture et tout. Donc non, c'était pas mal. Donc du coup, ce Tour de France, tu y allé justement dans l'optique de vraiment, vraiment te faire plaisir, et c'est pour ça qu'on t'a vu quasiment, notamment la première semaine, quasiment tous les jours à l'avant. Ouais, bah, nous, bah, à l'époque, on n'avait pas de leader, donc on était un peu libre. Et tout le début du tour, c'était dans le nord. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me disait, tu vas voir, la première semaine, c'est horrible, les chutes, les trucs, t'es mieux devant, etc. Donc c'est vrai que je me suis dit, c'est une bonne occasion, le Tour de France, de prendre plaisir devant et en plus de se faire connaître. Et ouais, c'est clair que c'est une vitrine incroyable, hein. Tu fais une échappée, tu fais une interview, et voilà, t'es un peu populaire assez vite en fait, parce que c'est un peu le feuilleton de l'été pour les gens. Et ouais, en plus, cette année-là, il y avait un peu des caméras de France Télé qui faisaient des reportages sur un peu en inside. Ils venaient nous voir souvent, donc c'était tout un peu, t'es un peu pris dans un tourbillon où tu te dis, bah écoute, ouais, ouais, puis si tu veux, ouais, tous les jours, je sentais que je récupérais bien et que je me suis dit, je vais encore passer une meilleure journée devant que dans le peloton, là, à frotter, à stresser et tout. Donc, c'était assez simple, en fait. Et puis, ouais, je sentais que j'avais pas la forme pour gagner Enfin, je savais très bien quand elle est arrivée sur les étapes clés, on m'a dit, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Ouais, mais ça, c'est Yates qui va la gagner. Ça, Et c'est ouais. Tu vois, tu faut être réaliste, tu peux pas jouer avec ces gars-là. J'avais pas le niveau cette année-là pour jouer avec ces gars-là sur une étape. Peut-être les années avant, notamment en 2015, j'avais le niveau, mais là, j'avais pas ce niveau-là parce que j'avais pas le fond, j'avais pas, tu vois, j'avais un bon niveau, mais je sentais que j'avais pas le niveau. Donc, en fait, c'était une bonne manière de passer un bon Tour de France et avec les moyens que j'avais. Voilà, donc c'est clair que j'avais fait 900 km d'échappée. Mais en fait, j'avais passé un super Tour de France et j'étais peut-être fatigué que des gars qui avaient fait 3 semaines dans le peloton Ah oui. à se faire chier, à rentrer à l'hôtel dégoûté parce qu'ils s'étaient fait larguer et puis ils avaient mal à la tête parce qu'ils avaient frotté toute la journée. Donc, non, c'était 3 semaines incroyables, hein. En plus du coup d'être à l'avant et donc d'être bien montré médiatiquement, tu étais quand même un bon client pour les médias, donc du coup on va y venir. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de l'arrivée de l'étape à Toulouse pour que tu t'exprimes devant toute la presse. Là tu es assis dans ton bus et donc les journalistes te questionnent à propos notamment d'Aimé de Rent, et c'est à ce moment-là que tu dis ces mecs-là ça me casse les couilles, c'est des rats à gaz. Attends une seconde, je vais peut-être allumer la lumière parce qu'on voit rien. Vas-y, vas-y, allume, allume. Alors, Aimé de Ghent, oui, ouais, c'était une étape où on était échappé justement avec Anthony Pérez. À la maison, Anthony Pérez en plus là. Ouais, arrivé à Toulouse, je crois. Exactement. Donc lui, il avait envie d'être devant. Moi, je m'étais dit, on va aller devant, on va essayer de faire un coup. En plus, il y avait du monde. Il y avait aussi Lilian Calmejane. Je crois Ouais. que il y avait beaucoup ce jour-là à l'avant. Ouais, on était 5, je pense. Et il y avait De Ghent et lui, toute la course, on disait, bah écoute, là, les gars, là, on va gérer, on va pas rouler trop vite. Et on va mettre en route à, je sais plus, 45 km de l'arrivée. Quand on va prendre un peu le vent en trois quarts, là, et que derrière, ils vont s'exciter, nous, on va rouler à fond jusqu'à la ligne. Et lui, quand on disait de rouler tranquille, il roulait à fond. Tu vois, il passait derrière l'effort.
Et ça m'avait déjà agacé. Et après, quand on a commencé à vouloir rouler à fond, on a dit maintenant, on met tout jusqu'à la ligne. Lui, il passait juste le vélo. Donc ça m'a fait. Et en fait, il m'avait énervé depuis le début. Et quand, tu vois, il mettait la cabane sur le chien, quoi. Il passait son vélo et moi, j'étais obligé de réaccélérer pour garder la vitesse. Enfin, tu vois, il n'était pas dans le même coup, dans le même état d'esprit que nous. Du coup, ça m'avait énervé. Et après, on commençait à être un peu sec avec Anthony. Et puis lui, il était encore avec nous. Et en haut d'un grand faux plat, je le vois qu'il me pose une mine comme ça. Putain. Et lui, en fait, il en avait gardé juste pour aller poser sa mine là. Et donc là, là, j'ai pété les plombs, j'ai gueulé dessus. Et puis en fait, il nous a largués parce que moi, en plus, comme je me suis énervé, tu vois, j'ai perdu tout Ouais. le calme et ça m'avait énervé, quoi. Et lui, il est allé à l'arrivée, il a fait encore un bon bout tout seul. Puis nous, on s'est fait reprendre. Et puis à l'arrivée, du coup, je lui ai dit, attends, je dis à Anthony, tu vas voir, lui, je le défonce et tout. Et puis après la ligne, déjà, je le vois, là, il était avec la presse. Et je voulais déjà je l'insulter. Mais en fait, énervé parce que bah, t'es fatigué, t'as passé une journée où tu voulais faire un truc. Enfin, tu vois, on n'est pas, on n'est pas là pour s'amuser, quoi. Enfin, on prend du plaisir, mais c'est reste une course, quoi. Donc, tu vois, il y a de la tension et il y a de l'enjeu et tout. Et donc après, je suis arrivé au but. Et comme les médias, ils ont vu un peu que j'étais énervé, ils se sont dit, attends, on va aller voir celui-là parce qu'à mon avis, il va me sortir un truc. Donc je suis monté dans le bus, j'ai gueulé là-dedans, j'ai dit, bah, cool et tout. Et en fait, j'ai dit la même chose au gars dans le bus que j'ai dit à la télé, tu vois, sans filtre. C'est juste, je me suis pas forcément rendu compte de. Moi, j'ai parlé naturellement, juste, voilà. J'ai dit vraiment la même chose et voilà. Et puis après, en fait, je me suis pas rendu compte que l'impact que ça allait avoir et tout. Mais pour moi, je parle comme ça normalement, quoi. Ouais, Enfin, non, non. ouais. Bien sûr, bien sûr. Et puis, comme tu dis, de toute manière, vous espériez aussi un résultat. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues, finalement, c'est peut-être la réaction à attendre aussi. Et voilà. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Et puis bah, ouais, c'est comme ça. Donc, ça m'a fait autant de bien que de mal, mais c'est la vie, hein. Comme tu dis, c'est la vie. Ensuite, ce Tour de France 2019, donc comment tu le finis, comment ça se Ah, passe la fin de ton aventure? je finis mort. Je refais une étape, une échappée encore à l'arrivée à Valois, il me semble. J'étais devant dans un gros groupe et il y a une étape. Et après, le lendemain, c'est l'étape, la fameuse étape qui a arrêté. Ouais. Le lendemain, j'étais rincé. On avait dormi en altitude. En plus, j'avais mal dormi. Et j'étais mort. J'étais lâché dès le départ pratiquement avec les sprinters. Et c'était l'étape où Pinot, il se blesse et qu'après, ils arrêtent la course là-haut, là. Donc, en fait, j'ai eu du pot parce que au moins, c'est tranquille. Enfin, voilà, et le lendemain, en fait, c'est l'étape qui est quasiment annulée. Enfin, il y a 60 km d'étape, Ouais. 70. Quasiment une montée sèche, je crois, il me semble. Et donc, tu as prendre ton rythme au pied de la bosse et aller là-haut. Puis après, tu arrives à Paris. Donc, en fait, ça s'est fini. C'était facile de finir pour moi, alors que je m'étais dit les dernières cartouches, je les mets à l'étape de Valoir. Et puis après, je finis comme je peux. Et en fait, ça tombe bien que tout soit annulé. Et voilà. Sur ce tour-là, avec la Cofidis, il y avait, comme tu l'as dit, il n'y avait pas forcément de leader pour le classement général, mais en fait, il y avait plein de garçons comme toi qui avaient énormément de cartes à jouer. Je vois Julien Simon, Pierre-Luc Perrichon, Anthony Pérez, Jesus Serrada en montagne, qu'il a montré notamment sur la Vuelta, ou encore Christophe Laporte, Nicolas Hédé et Nathanaël Béran. Moi, quand je vois, par exemple, ce genre de composition, et que je vois toute la période durant laquelle Cofidis n'a pas réussi à scorer sur le Tour de France, comment toi tu l'as vécu ça de l'intérieur? Est-ce que chaque Tour de France, du moins celui auquel tu as participé, il y avait de la pression ou pas en interne justement d'avoir chaque année cette insatisfaction de ne pas arriver à concrétiser? Bah non, pas de la pression parce que bah, c'est le sport. On faisait avec ce qu'on avait. Je pense que tout le monde était lucide sur ses moyens. Christophe Laporte, il avait pas encore le niveau qu'il a eu ensuite. Ouais, mais il avait par exemple fait déjà deuxième l'année d'avant derrière Arnaud Démarre. Ouais,
Ouais, il a fait deuxième, mais voilà, là, c'est l'année où j'ai fait le tour avec Christophe, il a été malade, donc il est rentré chez lui assez vite. Et voilà, ça a été tout un. En fait, le fait que Christophe soit malade, bah, c'était le leader pour les sprints, donc il a été vite malade. Donc, en fait, c'était peut-être la seule carte qu'on avait pour gagner une étape, bah, elle était plus là. Et Rada, il était fort, mais il tombait toujours sur plus fort. Ouais. Donc en fait, c'était bah voilà, c'était comme ça, c'est le sport. Il y avait toujours meilleur. Quand tu faisais les comptes à la fin du tour, tu voyais les vainqueurs d'étape et les équipes ce qu'elles avaient fait. Et nous, ce qu'on avait fait, on s'était dit bah on aurait mérité mieux, mais on était à peu près à notre place quoi. Donc faut être lucide. Après le tour qu'a fait Cofidis l'année dernière, c'était incroyable, hein, 2 victoires d'étape. Tu te dis mais voilà, mais ça arrive pas tous les ans. Hein. Non, bien sûr, Et ouais. bien sûr, bien sûr. Donc cette année 2020 assez faste se termine et on passe à l'année donc 2020 très spéciale pour tout le monde, notamment vous les cyclistes. Donc elle est coupée en deux à cause du Covid. Toi au passage c'est ta dernière année chez Cofidis. Comment se déroulent les choses? Pas super, une année un peu bizarre, ouais. Première année en World Tour pour Cofidis, donc retour en World Tour, pour pas mal d'objectifs et du recrutement avec Viviani, Ouais, c'est vrai. pas mal de changements et changement d'équipementier de vélo aussi, enfin beaucoup de changements. Et finalement une année avec le Covid qui est bizarre, sportivement bizarre. Moi j'ai commencé ma saison tard en plus à Dubaï, je suis resté là-bas un mois. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais évoquer ensuite avec toi. C'est vrai que je me souviens, vous avez été, vous, moi, c'est là où je me suis rendu compte qu'il allait avoir un problème par rapport au Covid, notamment via tes interviews ou celle d'Arnaud Desmar. Vous étiez bloqué dans les hôtels et ça avait, enfin, c'était immersion en enfer, quoi, en fait. Ouais, c'était un peu bizarre. C'était une période, tu te dis. Enfin bon, c'était vraiment une période bizarre. Moi, après, je suis rentré en France, c'était tout de suite le confinement. Tu te dis, bon, bah écoute, on verra. On verra où ça nous mène. Et puis après, bah en fait, t'avances un peu t'avances à vue, quoi, hein, avec cette situation-là. Puis en fait, la saison, elle reprend en août. Et vraiment, j'avais bien préparé la saison. Et j'étais super en forme. Et en fait, le niveau, il était très, très, très relevé. J'avais fait le Dauphiné. Enfin, on n'avait pas beaucoup de courses. Il y avait très peu de courses pour beaucoup de coureurs. Donc, on avait un programme avec pas beaucoup de mois. Donc, en fait, je me suis retrouvé sur une course, la course au Ventoux, le Dauphiné, les championnats de France. Après, je pensais faire le Tour de France, mais je l'ai pas fait. Et en fait, le niveau était très relevé. Et moi, c'était peut-être un des moments dans ma carrière où j'étais le plus en forme. Ok. Le niveau était tellement élevé que ça se sentait pas, quoi. Donc voilà, après je suis passé au travers des championnats de France, pareil, j'avais un très mauvais vélo, c'est comme ça. Et après la fin de l'année, j'ai fait le Giro. C'est voilà, mais c'est une année un peu bizarre. Mauvaise année pour Cofidis, mauvaise ambiance, tu vois, un peu un mauvais feeling parce qu'on n'avait pas les résultats escomptés. Et puis bah c'était important d'être en World Tour, c'est le classement qui est important aussi. Donc c'était une année un peu bizarre. Ça s'est fini un peu. J'avais fait le Giro, c'est une super course, super expérience. Et pareil, j'avais un bon niveau là-bas, mais pas forcément facile de s'exprimer. Et, et la saison, elle s'est finie et j'ai pas été reconduit. Et voilà. Tu disais justement que tu avais un très bon niveau cette saison-là. Tu t'es beaucoup, beaucoup entraîné pendant le confinement, notamment. Ouais. Ok. Tu as bouffé du Ouais. entraîneur. Ouais. Pendant et après, enfin, tu veux, après, toute la période, après, on avait jusqu'à août pour s'entraîner, se préparer. Et ouais, j'avais fait pas mal de petits stages avec mon entraîneur, de choses pas mal, ouais, vraiment. Et je sentais que j'avais une bonne forme et j'avais un peu réglé tous mes pépins physiques des années d'avant parce que tu avais une période quand même assez calme pendant 2 mois où tu étais chez toi tranquille. Et c'était une très bonne période pour moi, cette période-là. Période où on était tranquille en famille, voilà, au calme, il n'y avait pas de pression, rien du tout. Enfin, tu vois, c'était bien. Du coup, je me suis dit, on va reprendre la saison, on va arriver dans les mois où je marche bien. Je vais bien préparer ça, puis
puis ça va le faire. Mais en fait, j'avais un bon niveau, mais tout le monde avait un bon niveau. C'est vrai. Ah, Ouais. le niveau à la reprise, c'était Ah, ça dans tous les sens. Franchement, tout le monde le dit depuis le niveau d'après Covid. Voilà, ouais, il y a eu un avant et un après. complètement. Donc voilà. Du coup, toi, cette saison, donc comme tu dis, elle se termine donc par le Giro. Donc là, j'y suis. C'était pas du tout le Giro 2015, c'est le Giro 2020 auquel tu as participé. Et donc ensuite, donc c'est la fin de ton contrat chez Cofidis. Tu n'es pas reconduit. En 2021, tu signes chez Saint-Michel Mavic Aubert 93, mais tu mets du temps justement avant d'annoncer que tu as trouvé une équipe parce que moi, je couvrais l'étoile de Bessèges au moment où on a appris que du coup tu signais dans l'équipe, donc ce qui fait que la saison avait déjà bien commencé. Comment ça se fait? J'étais avec l'équipe depuis. Ouais, j'avais signé tard. J'avais appelé Stéphane Javalet fin décembre, juste après Noël, je crois, ou avant, je sais plus. Avant ou après. Bref. Et je lui avais demandé s'il voulait bien, s'il n'avait pas une place pour me reprendre une année, quoi. Et puis voilà, administrativement, il fallait le temps que ça puisse se faire. Ok, d'accord. Et moi, ça a pris quelques semaines et après, ils ont annoncé le recrutement un peu au moment où je reprenais les courses, quoi. Donc Bien sûr. voilà, mais ouais, ça s'est fait assez tard, ouais, fin décembre. Donc ouais. Et est-ce que du coup tu avais été aussi en discussion avec d'autres équipes pour pouvoir justement contacter la Saint-Michel aussi tard? C'est que tu as vu des pourparlers avec d'autres teams? Ouais, pas mal de pourparlers, de contacts, mais c'était tard, octobre, novembre. Je me suis pris la tête avec ça pendant 2 mois, vraiment. Enfin, tu vois, c'est là où tu te rends compte que, ouais, tu vois les gens sur qui tu peux compter et les gens sur qui tu peux pas compter. Et donc, c'est à ces périodes-là où tu peux faire le point sur qui est important un peu dans ta vie et qui est moins important. Ouais, pour le coup, c'est là où tu fais pas mal le tri. Et en fait, au final, j'avais rien du tout, donc je ne savais pas si je continuais, j'arrêtais. Et en fait, la seule opportunité que j'avais de continuer, bah, c'était de demander à Saint-Michel. Et voilà, donc c'était parfait. Comment elle se passe du coup cette première et avant-dernière saison du coup de ta carrière? Ouais, c'est pas plus ou moins bien, un bon début. Et après, j'ai attrapé le Covid qui m'a vraiment mis à plat pendant plusieurs mois. Et Et en fait, j'ai vraiment un peu eu du mal à m'en remettre toute l'année, un peu à courir après la forme et aussi avec Ouais, des chutes qui sont venues s'intercaler là-dedans. Donc, ça a été un peu compliqué. Au début, c'était bien, puis après, c'était très en dents de scie tout le long. Et après, j'ai bien fini encore la saison, mais encore, je me suis encore blessé en fin de saison sur une chute. Et je réussis quand même à revenir pour faire. Bref, ça a été compliqué. Donc, ouais, c'était bien, mais au début, et puis après compliqué. Toujours un peu, c'était un peu toute ma carrière, j'ai été un peu embêté par les problèmes de santé. Donc, jamais grave, mais des chutes, des maladies, et, c'est un peu compliqué. Donc bah, là, c'est quelque chose sur lequel je voulais rebondir par rapport à ça aussi, parce que depuis qu'on parle, depuis le départ, tu évoques beaucoup justement des pépins physiques ou des chutes. Est-ce que c'est général à l'ensemble des cyclistes professionnels, ou alors toi, tu trouves que tu es quelqu'un qui est plus sujet à ce genre de choses que d'autres? non, t'as des sujets qui sont des coureurs qui sont plus sujets. T'en as plein, hein. Ouais, Plein. Des très grands coureurs, très connus, très forts. Et si tu retraces un peu la carrière, ils ont eu plein de pépins. Ben, c'est une catégorie de coureurs. Souvent, c'est moins les sprinters, c'est plutôt les coureurs un peu comme moi, un peu rouleurs, grimpeurs, un peu plus frêles musculairement et aussi physiquement, un peu, voilà, toujours un peu sur la lame de rasoir, quoi. Le fil du rasoir au niveau de sa forme, donc tu tombes souvent malade et quand tu tombes, bah, soit tu te fais très mal, soit tu casses. Et du coup, voilà, entre ça, il faut toujours courir après pour revenir, pour trouver la forme. Tu as un très bon coureur auquel je pense, Van Barle, qui fait une carrière avec des super résultats. Cette année, je crois, tous les 3 mois, il avait une fracture. il est Donc, tombé un paquet de fois cette année, Van Barle. Ouais.
Si t'as des mecs comme ça, et à chaque fois, tu le vois, il revient, il s'entraîne, et il revient pour revenir pour une course, et il retombe, il se recasse, et il revient. Donc, tu vois, c'est Oui. le meilleur du monde, mais des fois, on le lit pas comme ça. Quand tu le lis un peu plus précisément, tu vois que ça arrive à plein de gars. Ok, d'accord. Non, c'était juste une précision que je voulais avoir par rapport à ça. Ensuite, donc tu passes donc 2 saisons sous le maillot orange, mais lors de Paris-Chauny 2022, tu es renversé et gravement blessé par une moto. C'est à ce moment-là l'avant-dernière course à laquelle tu participes. La dernière sera le chrono des nations. Est-ce que cette chute, elle a précipité ton départ à la retraite ou alors tu avais déjà en tête l'idée d'arrêter, de ranger le vélo au garage? 2022, ça a été une saison pareille, un peu compliquée. J'ai eu encore un Covid qui m'a un peu arrêté. Ouais. Pas toujours. C'était le symptôme un peu de tous les coureurs. On toxinait assez longtemps en fait. On toxinait dans les hautes zones sur les courses. T'as l'impression que t'étais en forme et t'arrives en fin de course, tu toxinais, tu sais pas pourquoi. Et c'était un peu général à tous les coureurs qui avaient eu le Covid assez fort ou à répétition. Donc, j'avais pas encore réussi à éliminer ça et j'avais eu encore quelques chutes aussi qui m'ont un peu perturbé. Et en fait, j'avais une proposition de reconversion un peu au début d'année. Euh, et, euh, et si tu veux, un peu à consulter à droite, à gauche mes proches. Qu'est-ce que je fais? J'arrête, je continue, j'arrête, je continue. Enfin, tu vois, j'avais pas non plus de propositions qui tombaient du ciel. Donc, plus les mois passaient, plus il fallait que je donne une réponse aussi pour ma reconversion. Tu vois, c'était Ouais. un dilemme, quoi. Soit je continue, mais je refuse ça. Et puis, ça se trouve, dans un an, j'aurai rien quand je vais arrêter. Parce que j'aurais peut-être pas continué 10 ans, j'aurais peut-être continué un an, ou peut-être, je sais pas, en fait. Tu sais pas. Moi, je pensais que avant d'arrêter, on m'aurait dit, qu'est-ce que tu vas faire après? Je n'avais aucune idée. Ouais, bien sûr. Et donc en fait, à la fin d'année, un peu au même moment de l'accident, la décision, non, elle était pas prise. Si tu veux, j'attendais encore de décider de continuer ou d'arrêter. Mais moi, dans l'absolu, je voulais continuer, si tu veux. Donc voilà. Mais avec cet accident, ça a un peu tout décidé parce que Ça a forcé les choses un peu. ça a forcé les choses un peu. Parce que je pouvais pas, je pouvais pas. Pareil, j'étais sur une période où je sentais que j'étais en forme. Donc il restait quelques courses pour pourquoi pas se relancer et repartir sur encore une saison. Et en fait, ça a tout arrêté. Mais encore une fois, je me voyais pas arrêter là-dessus, quoi, sur une chute comme ça, terrible. Enfin, si tu veux, c'était drôle. Enfin, après, un an après, tu te dis, bah, tu t'en souviens plus, mais je voulais quand Mais même finir sur une bonne note ma carrière, donc je l'ai fini au chrono des nations. Pareil, un contre-la-montre pour revenir en forme pour ça, sur une jambe, à moitié sur une jambe, mais j'ai fait 10, je crois, 10e, voilà, mais pas. exactement. 10e, top 10. Je fais 10e en étant vraiment pas au top de de mes moyens physiques, quoi. Donc, soit ça montrait que j'ai encore un bon niveau, mais bon, après, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai eu une mauvaise année, enfin 2 mauvaises années, et parce que j'ai eu une proposition et que j'ai demandé un peu autour de moi qu'est-ce qui était mieux. Et donc, j'ai pris cette décision-là, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, cette proposition qu'on t'a fait, est-ce que c'est du coup le même poste que tu occupes aujourd'hui, c'est-à-dire Ouais. représentant pour la marque Ecoy? Oh, je suis pas représentant. Ah, Non, non, en bien cool. fait, j'ai été recruté par Ecoy, quand en fait, les dernières années où j'étais coureur, Ecoy équipait Saint-Michel, donc textile, Ouais, net. Donc, j'ai un peu tissé des relations avec les personnes qui s'occupaient justement d'équiper l'équipe. Donc, la personne qui avait mon poste à l'époque, donc responsable du sponsoring, c'est-à-dire ok. que en fait, c'est moi le lien entre les athlètes et la marque. Donc, les athlètes route, VTT, un peu les triathlètes aussi. Et en fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour le remplacer parce que lui prenait une autre place dans la boîte. Et donc, moi, ils m'ont fait la proposition assez tôt dans l'année. Oh, ils m'ont vraiment fait la proposition avec volonté de me recruter. Ouais, Puis, voilà, ils m'ont rappelé régulièrement dans l'année pour savoir si j'avais pris une décision et tout.
Et après, ils m'ont fait une proposition et on a discuté longuement et tout pour savoir le rôle que c'était, etc. Et c'est vrai que tout le monde me voyait bien dans ce rôle-là, dans mon entourage. Et ouais, ils m'ont recruté un peu à l'américaine, quoi, un peu au feeling. Hein. J'ai pas de diplôme pour ça, ni rien. Ouais, bien sûr. La sensation, ils se sont dit, bah lui, il a le potentiel pour faire ça. Et voilà. Et en fait, ouais, j'ai pris cette branche-là et tout le monde m'a dit, ça va t'aller super bien et tu vas réussir là-dedans. Pour le moment, ça se passe très bien. Moi, mon rôle, c'est de développer les produits chez Ecoy, c'est de développer les équipements pour les pros, donc toutes les collections textiles, etc. Donc c'est un truc qui me botte parce que j'étais toujours attaché il fallait toujours qu'il soit nickel, j'avais toujours des vêtements, enfin j'ai toujours aimé ça en fait pendant ma carrière et c'était un peu ma réputation dans le peloton, d'être toujours clean, d'avoir toujours des chaussettes nickel, enfin chaussures nickel, tout était et aussi ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est que souvent quand j'étais dans le peloton, je mettais toujours des vêtements d'une autre marque et ils se disaient mais pourquoi il met pas nos vêtements? Enfin, tu vois, dès qu'il pleuvait, j'avais une veste Castelli, pas une Écosse, j'avais des gants Asos, j'avais des trucs. Et en fait, je disais c'est pas parce que j'aime pas la marque, c'est parce que moi je veux le meilleur produit. Ouais, Donc pour moi actuellement, bah la veste Écosse, ça va pas quoi. Et ils se sont dit ah ouais mais lui il est différent quoi. Et je dis j'achète tout ça, c'est pas moi je m'en fous, j'achète, je veux être bien je veux pas avoir froid, je veux être bien. Je veux bien sûr. faire bien mise et tout. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils se sont dit en fait, ouais, lui c'est juste qu'il veut être, c'est un puriste. Donc nous, ça nous intéresse. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré chez Ecoy et voilà. Mais je suis pas du tout représentant. Non, ok. Non, non, mais. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, ta vie se déroule chez Ecoy. Et est-ce que tu fais encore du vélo? Est-ce que tu roules encore? Ou alors est-ce que tu fais d'autres sports? Je sais qu'il y a par exemple, bon, c'est Laurent Jalabert aujourd'hui fait d'Ironman, des triathlons. Est-ce que toi, c'est encore le vélo aujourd'hui qui t'anime ou d'autres sports? Dis-moi tout. Bah moi en vélo, je fais encore un peu plus de 20 000 kilomètres par an. Ouais, ok. Comme quasiment comme un peu moins quand j'étais pro, mais en fait ouais, je fais du triathlon maintenant, donc depuis que Ok, j'ai arrêté. Donc triathlon longue distance, un peu comme Jaja, longue distance et aussi à distance half. ouais, Mon volume d'entraînement, il est quasiment égal à quand j'étais pro. Peut-être un ok. peu moins, quelques heures en moins parce que bah, j'ai pas que ça à faire. J'ai autre chose, j'ai école à côté. Mais on se rend compte quand on est coureur, en fait, on a l'impression d'être débordé. Mais en fait, pas du tout. On a ça à faire. Et là enfin voilà, tu vois, je me rends compte qu'en fait, j'ai le temps. Faut avoir des priorités dans la vie. Moi, ma priorité, c'est de m'entraîner et aussi de travailler avec l'école. Bah voilà, il n'y a pas trop de place pour le reste. Si tu veux faire ça et ça à fond, il n'y a pas de place pour le reste. Mais après, moi, ça me plaît comme ça. Donc, je m'entraîne beaucoup. Volume horaire quasiment comme un pro, entre 15 et 20 heures par semaine. Ah oui. Des fois plus. Et vélo, beaucoup de vélo. Toujours, et course à pied, natation. Ouais. Et donc ouais, ça fait 2 ans, ça fait la deuxième année que j'en fais, mais je veux dire que l'année prochaine, ça va commencer à être intéressant pour moi parce que c'est toujours compliqué la transition vélo, seulement vélo, course à pied pour un cycliste. Et il faut souvent 1 à 2 années entachées de blessures mécaniques, de course de choc au sol. Enfin, tout le monde a eu ça, même les meilleurs du monde. Oui. Et là, je sens que ça commence à rentrer. Donc l'année prochaine, ça va être intéressant de voir où je peux me situer sur quelques épreuves, notamment les championnats du monde à Nice. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, non, il faut pas. Non, non, les objectifs, ils sont clairs. Hein. Ouais, mais je m'éclate avec ça. Pour moi, c'est vraiment un peu un sport de prédilection parce que c'est des efforts linéaires, longs, seuls, sport d'endurance. Ça reflète un peu ce que je faisais dans le vélo. Je le retranscris dans le triathlon. Et je dirais même si j'avais les connaissances que j'ai maintenant et la mentalité, enfin, tu vois, l'approche dans ma carrière, j'aurais certainement fait mieux, mais ça, c'est la vie. Et Exact. voilà, mais ouais, je suis pas mal occupé maintenant. Plus le Ok. cap. Ouais. Bah, ça, ouais, en effet. Et bien, du coup, pour terminer, je te propose de répondre à trois, quatre petites questions. Donc, la première, quel est ton plus beau souvenir à vélo?
Sincèrement, à vélo pour une victoire ou à vélo. Bon, dans ta carrière, on va dire, que ce soit en course, ou ça peut Ouais, être très bien de stage et que c'est super bien passé. ouais, non, non, le moment le plus fort, c'est le Yorkshire, je pense. Évidemment, c'est quand même assez fort. Là, il y avait un public de fou. Enfin, c'était une étape du Tour, le truc, hein. Ouais. Et ouah, c'était fort. Ça, c'était un très bon souvenir. Voilà, après des souvenirs de vélo, j'en ai tellement. Ils sont tellement. Tous les jours, j'ai des bons. Enfin, tu vois, quand tu fais une belle sortie et que tu te régales parce que les paysages ils sont magnifiques. Enfin, il y a plein de bons souvenirs du vélo. Même il y en a plein que j'oublie. Je pourrais écrire des livres sur ma carrière parce qu'elle a été tellement. Elle n'a jamais été lisse et je l'ai pas rendu lisse, donc je pourrais écrire des bouquins, au moins un. Ça c'est sûr. Ouais, mais je dirais le Yorkshire, c'est le souvenir le plus fort. Ok. Du coup, ben, à l'inverse, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais du coup, ton plus grand regret à vélo? Bah ouais, le championnat de France de chrono. Ouais, ça, mais bon, pas très grave, hein. Ensuite, quel est le meilleur coureur avec qui tu as évolué dans une équipe? Plus talentueux, Ouais, plus talentueux, on peut dire, ouais. je dirais Errada, Ok, Jesus Errada, Radin. qui est, il est pas sous-coté, il est pas sous-coté parce que je sais pas s'il évoluerait bien dans une grande équipe, mais en tout cas, grosse classe, gros potentiel, et la classe, quoi. Et voilà, il a gagné des étapes sur la Volta et tout, magnifique, mais il a le potentiel pour gagner sur le Tour. C'est un mec qui frotte pas, qui est tranquille. C'est vraiment la classe, quoi. Donc, ouais, je dirais que lui, pas mal. Je sais pas s'il retournera sur le Tour, parce que je sais pas si tu avais lu l'interview qui était sortie avant le Tour 2023, où il y avait lui, Julien Simon, qui entre autres avait expliqué que il ne voulait plus aller sur le Tour de France. Ah non, mais Ressus, il a pas. Je comprends qu'il ait pas envie. Qu'est-ce qu'il y fait? Il aime pas frotter. Donc, quand t'aimes pas frotter et aller sur le tour, déjà, c'est compliqué. Ouais. Et il est conscient qu'il faut qu'il soit dans une. Quand tu vois cette année le tour, il était sur le tour, mais il a pas fait. Il est rentré assez vite parce qu'il était malade. Mais et je comprends. Il préfère aller sur la Volta pour gagner, se régaler, gagner des étapes et tout. Mais c'est normal. Mais aussi Julien Simon, il en a fait tellement. Oui. Julien, il dit. Tu te régales pas sur le tour, c'est la pression tous les jours. Voilà, ça fait partie faut le faire dans une carrière une fois, deux fois, plusieurs fois, mais quand tu l'as fait plein de fois, tu as aussi envie d'autre chose parce que bah ça devient de plus en plus dur le tour. Tous les ans, le niveau il monte et tu as moins de place pour le plaisir et un peu tu vois, l'amusement entre guillemets, quoi. Donc je comprends que les gars, ils préfèrent aller sur. Ok, ouais. Et ensuite, dernière question, du coup, quel est, on va dire, le coureur contre qui tu as couru qui était le plus fort dans une course? Par exemple, je pense à Valverde sur Liège en 2017, mais ça peut être aussi sur ta première Vuelta avec un Froome ou un Dumoulin. Le mec contre qui tu t'es dit une fois en course, j'ai jamais vu ça. Ouah, ouais, en fait, tu les vois. Tu sais, ces gars-là, tu les vois pas, hein. T'es pas en Ouais, affrontement. c'est vrai que oui, oui, oui. Toi, t'es pas derrière la télé si tu le vis, si t'es Ouais, dans le t'es peloton. et quand t'as forcé, déjà, souvent, t'es lâché, hein, déjà, hein. Ouais. Un Pogacar, quand il commence à forcer, il y a quasiment plus personne. Donc, en fait, tu peux pas, il était trop fort, tu l'as pas vu. Ouais, non, non, c'est vrai. Mais Donc, maintenant que j'y réfléchis, c'est vrai que tu as totalement raison. non, après, j'ai fait vraiment à direct, roue dans roue avec des mecs très forts comme De Gent, à l'époque du Grand De Gent. T'étais dans la roue, c'était une Ouais, moto, hein. fallait s'accrocher. Il te lâchait de la roue, le gars, hein. Vraiment, hein, il te larguait de la roue. Après, même Sagan, Non, j'ai revu Sagan les dernières années où il était fort. Dans une échappée avec lui, oh la vache, il allait dans les ronds-points, il allait plus vite que les motos. Donc, tu te dis, ouais, là, ok, je fais vraiment du vélo avec du lourd. Ghana aussi, impressionnant, des gars comme ça. C'était plutôt ce type de coureur que j'avais l'occasion de côtoyer dans des échappées, sur des étapes où il allait devant, et là, tu te dis, ah ouais, il y a des chevaux sous le capot. ouais, ok. D'ailleurs, je l'ai jamais vraiment vu.
Parce que soit ils me doublaient, parce que j'étais échappé, ils me reprenaient, soit j'étais largué et je les voyais pas. Donc, Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que de toute manière, nous, du poste de télé ou de la radio, on voit que ce qui se passe à l'avant, mais comme tu dis, dans un peloton, il y a 180 mecs, et donc il y a plusieurs courses à différentes échelles, et c'est très intéressant ce que tu dis, justement, que toi, tu as passé beaucoup de temps dans la roue de garçons comme Sagan, comme Ghana, comme De Rent, et je comprends du coup totalement que tu dises que toi, c'est des types, les gars les plus forts et les plus talentueux à qui tu aies pu te frotter de nombreuses fois. Je comprends totalement ce que tu veux dire. voilà. Et après, toute dernière question, je vais te demander bien du coup de me donner le nom d'un coureur que tu aimerais voir passer dans mon émission. Bah, écoute, Pérez. Anthony Pérez, ok. Ben, en plus, on est de la même région. Enfin, lui, il est de Toulouse, moi, je suis de l'Aveyron. Ouais, ça pourrait être jouable. Et bien, écoute, je vais essayer du coup de le contacter pour, ben, voilà, pour le faire passer dans la zone mixte, on va dire. Eh oui, c'est un bon client aussi, lui. Ouais, ouais, je pense, ouais. Il a beaucoup de chance. Ok. Bon, eh bien, écoute, moi là, tu vois, ma fiche elle est vide. On a fini. Je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. On a évoqué vachement de choses et du coup, je te remercie grandement d'avoir pris le temps de prendre quasiment 2 heures. On a 2 heures d'émission quasiment Ah ouais. pour, pour revenir sur ta carrière qui est, comme tu l'as dit, qui est tout sauf linéaire. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça trop bien de pouvoir échanger sur un parcours où tu as vécu énormément de choses. Et donc, je te remercie de t'être confié à moi et d'avoir accepté de répondre voilà, à mes questions. Avec plaisir. Mais écoute, je te souhaite une très bonne soirée et du coup un très bon week-end en perspective. Et donc, beaucoup de bonheur en triathlon et aux côtés de Écoy. Merci. Je te remercie et bonne continuation à toi. Bon succès dans Ratagaz. Croise les doigts. Et merci pour l'inspiration du coup. À plus. À plus, bonne soirée, merci beaucoup.